Je ne sais pas comment nous allons faire. Je ne sais pas par où commencer. Mais maintenant, tout dépend de nous. Le destin de l'humanité est entre nos mains. Ces mots font peur, mais c'est la vérité. Ceux qui connaissent Vince Gilligan uniquement par Breaking Bad attendaient en eux sûrement l'Euribas. Pour beaucoup, il s'agissait en quelque sorte d'une répétition du phénomène. Mais ce qu'ils ont vu n'avait clairement rien à voir avec le chef-d'œuvre Breaking Bad, sans le charismatique Heisenberg. Dis mon nom. D'un antagoniste non pointilleux comme Fring. Allez travailler, Tuco qui n'explose pas. Putain, regarde, tu vois. Au lieu de cela, au centre de l'intrigue se trouve une femme qui prend souvent des décisions sous la pression des émotions et sur qui repose en fait tout le récit. Pour commencer, qu'est-ce qui se passe, bordel? Après le premier épisode, assez riche en événements et clairement orienté vers la science-fiction, la série ralentit progressivement et s'enfonce dans la routine quotidienne. Au diable! Cependant, si vous faites partie des nombreux spectateurs qui connaissent bien le style de Gilligan, vous serez probablement d'accord pour dire que la série est à 100% dans son esprit. C'est cet état lent et visqueux qui crée cette fameuse atmosphère si caractéristique. Et en même temps, cela peut simplement servir de prélude à l'action imminente. Vince Gilligan aime beaucoup montrer plutôt que raconter, c'est pourquoi la série regorge de petits détails qu'on peut facilement manquer, et d'ailleurs tous sont présentés avec un niveau impressionnant de travail de caméra. Mais même cela n'est pas le plus important, l'essentiel. La série aborde la liberté de choix. L'intelligence artificielle, l'organisation sociale, le bonheur et la peur de perdre son individualité. Tout ce qui fait de toi ce que tu es, tout ce qui est personnel, individuel et unique en toi, tout cela n'existera plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre de quoi il s'agit réellement parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui le relie aux X-Files, à Matrix, aux morts vivants et même à Rick et Morty ? Et pourquoi ce projet est-il peut-être le plus profond de la carrière de Gilligan ? Au fait, si vous ne savez pas ce que signifie le titre de la série Pluribus, il s'agit d'une référence directe à la phrase latine « e pluribus unum », qui se traduit par « de plusieurs, un seul ». À l'origine, cette devise symbolisait l'union des États américains en un seul pays, l'idée d'unité. On la retrouve sur les pièces américaines et elle a longtemps été la devise nationale, avant d'être remplacée. Une autre phrase, « In God we trust », nous avons confiance en Dieu, que l'on peut lire aujourd'hui sur les billets en dollars. Chez Gilligan, dans le contexte de la série, cette phrase historique prend un nouveau sens, car de plusieurs, un ne concerne plus l'unité nationale, mais la fusion des consciences. Les frontières entre les gens sont effacées, un balayeur peut piloter un avion et le maire de la ville peut balayer les rues. Comme on le voit dans la série, nous sommes connus. On se connaît? Salut! Tu es la mairesse, mince alors. Merci pour ton vote, merci. Fait amusant. Dans cette scène, le maire est interprété par le vrai maire d'Albuquerque, Tim Keller. Merci pour ton vote. On peut qualifier cette série, parmi tant d'autres, d'une sorte de Walking Dead à l'envers, si l'on se rappelle le scénario classique de n'importe quelle histoire d'apocalypse zombie. D'habitude, cela se résume à un virus qui infecte les gens, les rend agressifs, et ils commencent à attaquer les non-infectés, les mordant pour transmettre l'infection plus loin. Et ce faisant, les infectés détruisent tout sur leur passage. Le monde sombre vite dans le chaos, les infectés finissent aussi par mourir et se décomposer. Les survivants cherchent un remède pour sauver et guérir tous. À Pluribus, nous assistons à la même histoire, mais comme si elle était complètement inversée. Nous avons aussi un virus, mais ici, les personnes infectées deviennent calmes et bienveillantes, pas agressives. Nous ne tuons pas. Même le homard?
De plus, il essaie par tous les moyens de plaire aux non-infectés. Désolé, on veut juste te faire plaisir. Il ne se décompose pas, ne se jette pas sur les gens en hurlant sauvagement et, en général, il semble plutôt heureux. Tout va bien et vous êtes complètement satisfait de tout, juste une vague après l'autre de bonheur et de paix. Même l'infection elle-même ne se transmet pas par une morsure, mais par un baiser, ce qui, avouez-le, est assez symbolique. Salut. En même temps, le monde ne s'effondre pas. Il devient un système étonnamment ordonné et efficace. Ce sont en fait les non-infectés qui agissent le plus agressivement. Vous êtes une bande de fous profanateurs de tombes. Et leurs tentatives de sauver les autres se soldent parfois par des morts. Et à un moment donné, tu commences à douter qui doit vraiment être sauvé ici et qui est le véritable méchant. Est-ce vraiment tous ceux grâce à qui toutes les guerres et les conflits ont disparu? C'est pourquoi le lien avec l'apocalypse zombie classique est évident. Mais ce n'est pas la seule source d'inspiration. Par exemple, de nombreux spectateurs ont remarqué que l'idée de la série rappelle l'un des épisodes de Rick et Morty, en particulier le 3e épisode de la 2e saison. Notre planète a été envahie par une entité qui absorbe l'esprit de notre peuple, ils en font désormais partie. Comment savez-vous qu'elle n'est pas déjà à bord? Ces deux tourtereaux sont très calmes, comme des boas. Dans cet épisode, Rick, Morty et sa mère rencontrent Unity, un esprit parasite pouvant assimiler des planètes entières en unifiant des millions d'êtres en une seule conscience. Pendant un certain temps, j'ai erré dans l'espace, puis j'ai trouvé ce monde où j'ai pu me consacrer à ma passion pour l'unification. Après la fusion, tous les habitants de la planète deviennent les corps de Unity. Leurs pensées, désirs et émotions appartiennent désormais à un seul moi. Ainsi j'aurai accès à d'innombrables planètes et espèces, et je les unifierai une à une. Je deviendrai l'univers tout entier. L'individualité disparaît au profit de la stabilité et du bonheur collectif. Steven, libère-toi! Avec le Summerdome et l'expulsion sur cette planète, cet homme harcelait des enfants. La ressemblance avec Izmnogi est claire, mais Rick et Morty abordent Unity par la satire, alors que l'Uribas adopte un ton sérieux et philosophique. À ce jour, aucune preuve fiable n'indique que Vince Gilligan ait été inspiré par cet épisode. En tenant compte qu'il a déclaré en interview avoir eu cette idée 10 ans avant la sortie de Izmnogi. J'ai eu cette idée il y a presque 10 ans. En 2015, l'année où la saison 2 de Rick et Morty est sortie, donc son influence n'est pas à exclure. En réalité, un scénario similaire avec une conscience collective n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau dans Pluribas, c'est plutôt le format de présentation et la combinaison avec d'autres genres, ce qui le rend vraiment unique à sa manière. Une autre similitude au niveau conceptuel, c'est la matrice cultuelle. Enfin, bienvenue. Dans la matrice, les gens vivent à l'intérieur d'une simulation numérique, pensant qu'ils ont le choix, mais en réalité, tout cela est le résultat d'un programme créé par les machines. Incroyable, n'est-ce pas? Dans Pluribas, l'idée est similaire, mais elle est réalisée non pas de manière numérique, mais de façon biologique. Les gens sont également convaincus de vivre leur propre vie, mais en réalité, ils deviennent partie d'un organisme unique, où leur moi se dissout. Neo est l'un de ceux sur qui l'illusion de la matrice n'a pas d'effet. Tu as toujours senti que quelque chose clochait dans le monde. Carol fait partie de celles sur qui le virus n'a aucun effet. Nous allons découvrir en quoi vous êtes différente de nous. La matrice apaise la souffrance, mais n'est pas une libération, c'est un asservissement. Dans Pluribas, le virus agit comme un programme supprimant l'individualité, faisant de la paix et l'harmonie des outils de contrôle. Là où la matrice poursuit l'illusion de la liberté et où Rick et Morty se moquent de la conscience collective, Pluribas tente d'explorer la nature humaine elle-même. Son virus n'apporte pas de souffrance, au contraire, il efface la douleur, le doute et la peur. Il n'y a pas ici d'antagoniste classique. On nous dit dès le début, ce n'était pas une invasion. C'est nous, c'est-à-dire les humains. Nous, c'est nous. Seulement nous. Il n'y a pas d'extraterrestres sur cette planète. Le virus efface notre identité, la dissolvant dans la conscience collective. Mais il offre en échange quelque chose que l'humanité a cherché pendant des millénaires, le bonheur.
C'est précisément ce thème que Gilligan considère comme principal dans sa série. Je pensais au bonheur, principalement au bonheur. Pourquoi cherchons-nous autant le bonheur ? Pourquoi est-il si essentiel ? C'est étonnant, mais en fait, l'idée principale a déjà été formulée par Gilligan lui-même il y a de nombreuses années dans l'un des épisodes d'X-Files. C'est le 21e épisode de la saison 7 intitulé « Je veux », écrit par Vince Gilligan. Dans cet épisode, l'agent Mulder fait face à une créature qui réalise les souhaits, une version moderne du djinn. J'ai 3 vœux. Mulder réfléchit longtemps à ce qu'il pourrait souhaiter et finit par demander de rendre le monde plus heureux, sans douleur ni tyrannie. Je souhaite la paix sur Terre, et c'est tout ? Tu ne peux pas ? Si je peux, c'est fait. Son vœu se réalise, mais le résultat est inattendu. Tous les gens sur la planète disparaissent. Oh merde. Le monde était vraiment devenu parfait, sans souffrance, sans mal, sans conflit, mais aussi sans l'homme. En fait, c'est la même idée à laquelle Gilligan revient des années plus tard dans Plurbass. Tout le monde trouve la paix, la violence disparaît, le pouvoir des forts sur les faibles aussi, mais le prix à payer est le même, la perte de l'humanité, le monde devient heureux, mais déjà sans l'homme. Tout ce qui fait de toi ce que tu es, tout ce qui est personnel, individuel et unique en toi, tout cela n'existera plus. Et c'est sans doute la question principale de la série. Que se passerait-il si le chemin vers le bonheur universel menait inévitablement à la disparition de ceux qui sont capables de le ressentir ? Ray Seahorn, qui joue Carol, a évoqué des pensées similaires lors d'une interview. Elle suggérait de réfléchir à ce qui se passerait si chaque personne devenait soudainement l'écrivain talentueux qu'elle a toujours rêvé d'être. Si chacun de nous avait en lui un lauréat du prix Pulitzer et du prix Peabody, il ne resterait plus qu'à admirer, apprendre et rivaliser. En effet, pour beaucoup, le bonheur ne naît pas du calme, mais du mouvement, de l'aspiration à mieux, du désir de se surpasser. La joie vient quand nous surmontons des difficultés et voyons nos progrès, mais si tout le monde est identique, que reste-t-il à surmonter, à qui se comparer, pourquoi évoluer ? Seahorn faisait remarquer que dans un monde de conscience unifiée, même l'humour disparaîtrait, car il repose sur la surprise, sur l'écart entre l'attente et la réalité. Et si tout le monde partage une seule conscience, où il n'y a ni mystère ni imprévisibilité, alors la possibilité même de s'étonner disparaît. Un tel monde pourrait être serein, mais il n'y aurait plus de place ni pour la créativité, ni pour l'ironie, ni pour l'erreur humaine. Des spectateurs ont noté que le dialogue de Carol avec les représentants de la conscience collective dans Pluribus évoque une conversation avec une intelligence artificielle. Tu sais que le mot vodka est le diminutif de Voda ? Fait amusant. La sœur du mari de l'institutrice de cours élémentaire 2, le fils du policier qui la conduisait, était membre autorisé du fan club de Vicar. Je veux que tu compares mes livres à ceux de Shakespeare. Tous deux aussi merveilleux. La douceur distinctive de cette marque de vodka vient du fait qu'elle est fabriquée à partir de pommes de terre et de maïs. Que diriez-vous de la plus populaire, Roméo et Juliette ? As-tu lu la première version de 1597 ? C'est amusant. La racine du mot whisky a le même sens. C'est écossais, gaélique, de Wishkaba. Quand nous nous rappelons des paragraphes avec ta merveilleuse. Ne dis pas ce mot. Et bien que Gilligan lui-même n'ait pas pu techniquement poser cette idée au départ, puisqu'elle lui est venue avant l'apparition de Chat Generative Pre-trained Transformer et du boom de l'intelligence artificielle, la comparaison n'est clairement pas fortuite. Quand on affirme qu'une chose est créée par l'intelligence artificielle, on oublie souvent que cette intelligence a été formée sur une immense quantité de textes, pensées et sentiments humains. Ce n'est pas une intelligence externe, mais une moyenne. Cette voix de l'humanité est, en fait, une conscience collective qui a absorbé tout ce que nous avons jamais écrit. Ainsi, l'intelligence artificielle et la conscience avec laquelle Carol communique sont des phénomènes très proches. Les deux savent tout ce que les humains savent, et tous deux cherchant à donner une réponse qui ne blessera personne, qui sera aussi correcte, tolérante et adaptée à toi que possible.
Nous sommes heureux d'annoncer que Zosia va beaucoup mieux. Il y a eu une perte de sang, mais les nerfs sont intacts. Ta rapidité a sauvé la situation. Par exemple, on peut se rappeler la scène où Carol demande s'ils sont prêts à lui confier la bombe atomique et reçoit une réponse affirmative. Si tu avais vraiment voulu des armes atomiques, nous aurions discuté avec toi de tous les avantages et inconvénients. Nous t'aurions expliqué que c'est très destructeur. Oui ou non? Au final, oui. À première vue, cela semble illogique, mais réfléchissons-y. L'état émotionnel de Carol impacte déjà la vie des autres. Comme ils l'ont dit, un de ses chagrins a coûté des millions de vies. Tes émotions nous affectent, et si des émotions négatives nous sont adressées, il est parfois difficile de les supporter. Ils la connaissant très bien et comprennent qu'elle vit très difficilement ce qui s'est passé. Parmi eux figurent les meilleurs psychologues, psychiatres et une personne très proche qui comprennent parfaitement le caractère de Carol. La probabilité qu'il utilise consciemment des armes nucléaires contre un nombre encore plus grand de personnes est pratiquement nulle. De plus, tout nouveau chagrin pourrait à nouveau entraîner des pertes massives, peut-être même supérieures aux dégâts potentiels d'une bombe ou d'une grenade à main. Oui, on pensait que c'était du sarcasme, mais on n'a pas voulu risquer. Dans une telle situation, le risque de conséquences négatives en refusant est plus élevé que le risque en acceptant. C'est pourquoi des décisions qui semblent étranges au premier abord s'avèrent tout à fait logiques lorsqu'on y regarde de plus près. Outre le thème du bonheur, l'une des idées clés de Pluribus est le conflit entre l'individualisme et le collectivisme. En fait, toute la résistance de Carol repose moins sur le désir de sauver quelqu'un que sur la peur de perdre son individualité. Elle comprend que sa vie est imparfaite, qu'elle n'a pas été pleinement heureuse, qu'elle souffre, qu'elle fait des erreurs, mais ce sont ses erreurs, ses expériences, son chemin, et y renoncer pour elle signifie renoncer à elle-même. L'individualisme est une vision du monde centrée sur la liberté, l'importance et l'indépendance de l'individu. L'individualisme résiste à toute forme de pression, aux tentatives de dissoudre la personnalité dans la société ou de la soumettre au système. C'est croire que chacun a le droit d'être lui-même, même si ses choix diffèrent de la majorité. À l'opposé, il y a le collectivisme, une idéologie où les intérêts du groupe priment sur ceux de l'individu, où l'harmonie est atteinte par la soumission et l'ordre par le renoncement aux différences. Les intérêts du groupe passent avant ceux de l'individu. Qu'il s'agisse d'une nation, d'une classe ou de toute la société, en fait, Plurba montre le collectivisme poussé à l'extrême, une sorte de communisme. Avec des stéroïdes, tout est réparti équitablement, chacun reçoit ce dont il a besoin. Les conflits sans tapis sont exclus. La vie est organisée de manière rationnelle, un monde où il n'y a pas de conflit, pas d'excès, pas de souffrance, seulement un bonheur totalement synchronisé. Mais de tels systèmes ont aussi de sérieux inconvénients. Pour maintenir la stabilité du système, il faut parfois sacrifier ceux qui ne s'intègrent pas dans cette harmonie. Dans Plurobas, cela a été montré littéralement. Des millions de personnes meurent parce que l'organisme rejette le virus et qu'elles ne peuvent pas faire partie de l'esprit collectif. Cet individu est décédé ce soir. Et n'est-ce pas là le problème éternel de tous les modèles de société fondés sur le collectivisme ? Jusqu'où peut-on sacrifier la personnalité pour le bien suprême ? Et un bonheur basé sur la destruction de l'individualité est-il réellement possible ? En parlant de collectivisme, il est logique de se souvenir de l'œuvre où cette idée est portée à la perfection, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Si vous n'avez pas lu le roman, en bref, c'est l'histoire d'un futur où l'humanité s'est finalement débarrassée de la souffrance, des maladies et des conflits sociaux. Les gens sont fabriqués, non nés. Une chaîne de production les répartit en castes, des ouvriers à l'élite intellectuelle. Leur vie est paisible, leurs désirs sont satisfaits, et toute trace d'anxiété est supprimée par un médicament spécial. Et à bien des égards, ces idées font écho à Pluribus. Dans les deux cas, nous avons une société où l'harmonie est atteinte par le renoncement à l'individualité. Tout fonctionne parfaitement, mais au prix de l'absence de personnes pour poser des questions.
L'idée principale de Gilligan porte sur le bonheur, cherchant à comprendre ce qui rend heureux et à questionner si le bonheur universel n'est pas une utopie. Mais comme toute bonne œuvre, Plurbose va bien au-delà de l'intention de l'auteur. Tout auteur raisonnable est seulement heureux si son œuvre pousse les spectateurs à réfléchir, à chercher de nouveaux sens, de nouvelles interprétations. C'est là la tâche du créateur, donner matière à réflexion. Dans une interview, Vince Gilligan a dit qu'il acceptait tout à fait diverses interprétations de ses œuvres. Cette idée m'était venue il y a environ 10 ans, avant l'apparition de Chat Generative, Pre-trained Transformer et de tout cela. Honnêtement, je n'y avais pas pensé, mais cela s'intègre très bien dans l'ensemble avec tout cela. En fait, je veux laisser cela à l'appréciation des spectateurs, qu'ils découvrent eux-mêmes ce que la série signifie pour eux. Son but n'est pas d'imposer un sens, mais de faire réfléchir, comme je l'ai déjà évoqué sur ma chaîne lorsqu'on me reproche de chercher des significations cachées, prétendument inexistantes. Ils oublient un peu que la valeur d'une œuvre réside justement là. Il arrive que la réflexion sur quelque chose soit plus importante que l'objet même de cette réflexion. Un film ou une série n'était qu'un prétexte pour le dialogue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que, comme moi, vous êtes passionné par l'œuvre de Vince Gilligan, alors vous devriez absolument regarder mes critiques de Breaking Bad et Better Call Saul. D'ailleurs, il y a sur la chaîne une vidéo dédiée à presque chaque personnage, et si vous aimez la thématique de l'apocalypse zombie, je vous recommande de jeter un œil à la critique du film culte de Danny Boyle, 28 jours plus tard. Les liens vers ces vidéos devraient apparaître maintenant sur votre écran, mais si vous souhaitez que j'analyse d'autres séries, faites-le moi savoir en likant cette vidéo et en laissant un commentaire.